Eh ben, bonjour. Bonjour Miguel, Donc, toi, c'est moi Nicolas c'est Nicolas, je suis le cofondateur de Trade Union et moi, Michael, donc de Expresso Tech. et aujourd'hui on est en live dans les locaux de Trade Union et on est super excités et ravis d'accueillir la deuxième édition du Freelance Tech Day. On a une multitude de partenaires, clients, fournisseurs qui sont venus participer à ce live. Dis-nous-en un peu plus sur le programme Michael. On va se retrouver aujourd'hui à 10h, Mhm. déjà, 11h15, 14h, 15h, 16h, avec donc 5 talks. Là, je prends mon anti-sèche, Ouais. donner les sujets, parce qu'il va y avoir des petits bruits devant les micros. Donc, le freelancing en grand groupe, on démarre par ça, avec les bons codes à connaître. C'est là où sont les trois quarts des missions pour Mhm. la plupart des freelances. Avec Émilie Lemou, qui est le CEO d'Erwin Labs, Philippe Lecomte, CTO de Fnac Darty, Antoine Dorland de Pernod Ricard et Laurent Davoust, qui est IT Data Manager. Donc ça c'est juste après. Juste après nous. Stay tuned. Voilà. Ensuite, on embraye avec le talk vedette de la journée, Mhm. IA et Tech, donc des retours de terrain. Tout le monde parle de l'IA, mais peu en font. Donc Teddy Guerrier, qui est product owner, freelance évidemment. Nils Roland, qui est cofondateur et CEO de Patch. Mhm. Alors Patch, c'est quoi déjà? Patch, c'est un de nos partenaires et c'est un des acteurs majeurs de l'écosystème du freelancing. Donc, je vous invite à vous renseigner sur cette très jolie boîte qui accompagne les freelances depuis plusieurs années maintenant. Tu veux pas nous dire ce qu'ils font? De Non, l'assurance, de la banque? je D'accord. laisserai Nils Ah, savoir. suspense. Et Luc Hébert, qui est consultant IA, qui est un grand copain qu'on a vu déjà sur l'an dernier avec Expresso Tech, Ouais. sur le MOOC devenir certifié Scrum, puisqu'il il avait notamment codé la plateforme Scrumline. Ouais, On embraye ensuite à 14h avec Femmes dans la tech, donc pas mal de dimensions inclusivité grâce à Leïla, donc avec Angela très beaux Nasser, intervenants sur ce talk. voilà, un plateau génial. Angela Nasser, donc de Women in Tech France, Mhm. donc là, super. Alexandra Gaudron-Vandeville, qui est Head of Product chez Bazar Chic, Mhm. et Soumia Chekal, qui est manager de projet dans l'IT, qui est freelance aussi. Ouais. Donc super plateau. On embraye à 15h avec Tech et DEIA. Alors DEIA, ça veut dire? Diversity and Inclusion, globalement. D'accord. Donc, on va parler de diversité, on va parler d'inclusion au sein des grands groupes et on va parler autour de ça de comment le freelancing participe et peut participer à la diversité et l'inclusion dans les grands groupes. Ok. Donc avec Philippe Trottin, qui est quand même juste le directeur de l'accessibilité chez Microsoft. Lesiane Zlobin, donc euh, qui elle est plutôt office manager Ouais. freelance, qui a travaillé chez pas mal de grands comptes assez connus. Fabio Lador, qui était déjà invité l'an Oui, dernier. on a fait un super talk qui est dispo en replay d'ailleurs si les gens veulent creuser également le talk de l'année dernière. Voilà, vous avez dans les programmes le programme de Ouais, cette année et on a aussi diffusé en newsletter le récap de l'an dernier. Donc, yes, qui travaille chez Test and Work. Elle yes, est en fait freelance, elle aussi. yes, exactement. Voilà, c'est le nom de son entreprise. Et puis, on clôturera avec à 16h Freelancing et Tech, opportunités et perspectives des PME au grand groupe. Donc, une ouverture sur ce marché qu'on connaît mal en tant que Ouais, freelance, avec Thomas Pierron, qui est un ancien en fait il était commercial de SN, exactement. qui a lancé Jumanji Advisory, donc qui aide les freelances et les ESN à se préparer pour réussir les entretiens. Exactement. Jean-Baptiste Bezelin, qui est cofondateur de Cotton Dev. Ouais, un Donc là, c'est un... collectif de dev en région Pays de la Loire. Donc il va nous faire part de toute son expertise. Il a une bonne expérience sur tout ce qui est PME et grands groupes. Et donc il va pouvoir nous partager tout ça. extra. Et puis Christophe Chen, Scrum Master. Alors, j'allais dire, qui ne connaît pas Voilà, Christophe Chen, mais dans exactement. la sphère agile, et vous savez pourquoi je me dis qu'il ne le connaît pas, parce que je suis même Scrum Master. Donc, que des numéros 10 agiles. Yes. Donc, un super plateau, en fait. Un super plateau, des super invités. Maintenant, on va pouvoir démarrer cette journée. On espère que vous serez tous très attentifs. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, à nous envoyer de la force, à poser vos questions, on y répondra. Et puis, Michael, on va suivre ça de près et on a hâte que ça commence. Plein de bonus toute la journée. Bienvenue au Freelance Tech Day. Le prochain talk dure 45 minutes. On accueille 4 speakers et la conférence va se diviser en 2 parties. La première, nous allons avoir Laurent Davoust, expert finance IT en freelance, qui va interviewer Philippe Lecomte, CTO chez Fnac Darty,
et Antoine Dorland, Southern Europe Data Lead chez Pernod Ricard. Et ensuite, nous aurons Émilie Lemaoult qui prendra place pour les interviewer. Ils partageront leur retour d'expérience sur les collaborations entre indépendants et grands groupes, les process, TJM et enjeux humains. C'est parti! Deux gagnants seront tirés au sort pour remporter des lots collectifs, le job board pour trouver votre prochaine opportunité freelance. Commentez le live pour tenter de gagner des mises en relation via le réseau de Jean de Roglour, le cofondateur, et 4 mois d'abonnement collectif pour trouver votre prochaine mission. Bonne chance! Bonjour à tous. Là, on va vous parler du freelancing en grand groupe. Donc aujourd'hui, on a, si chacun je peux souhaitait me vous présenter. présenter. Du coup, je suis Philippe Lecomte. Actuellement, je suis CTO chez Fnac Darty, à cheval sur les deux marques. Je suis le patron de la Digital Factory. Voilà, aussi pour parler de mon... Je vais pas parler de mon parcours, mais en tout cas, ça fait désormais presque 25 ans que je suis à mon compte, avec quelques détours vers du CDI par moment, mais principalement du freelancing. Voilà, donc j'ai un bon recul sur la partie freelancing et j'ai hâte de voir quelles sont les questions. Top. Moi, je suis Antoine Dorland, je suis Management Entity Data Lead pour Southern Europe chez Pernod Ricard actuellement. C'est un rôle que j'ai depuis quasiment une petite année maintenant et ça fait 5 ans que je suis chez Pernod Ricard. Globalement, je les accompagne sur leurs sujets d'encadrement d'équipe data depuis quasiment 5 ans. Et comme toi, ça fait un petit moment que je travaille maintenant et que j'accompagne des entreprises justement dans leur organisation, que ce soit des sujets data ou autres d'ailleurs. Ok, super. Moi, Laurent Davoust, donc du coup formateur et consultant sur des sujets de développement informatique avec une spécialité sur la finance de marché. Et je suis freelance depuis 2 ans. Du coup. Et donc, la première question moi, qui me vient, c'est quand on est freelance, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de trouver une mission. Et du coup, pour vous, quels sont les circuits qu'on peut utiliser pour accéder à une mission? Et en particulier, est-ce qu'il faut passer par des partenaires pour accéder à des missions dans un grand groupe? Je te laisse attaquer. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs méthodes et je les ai toutes éprouvées. C'est-à-dire que quand tu commences, tu connais pas forcément grand monde. Ça dépend de où tu en es dans ta carrière, mais tu peux passer d'un CDI à une mission chez le client dans lequel tu es d'abord en CDI puis en mission. Tu peux chercher sur Internet. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de plateformes qui offrent des postes en mission. Et puis, il y a le réseau derrière. Et après quelques années d'expérience, on sait que le réseau, c'est quand même quelque chose qu'il faut entretenir et développer parce que Tout à fait. concrètement, quand quelqu'un te connaît et sait ce que tu fais, il aura plus facilement l'occasion de te proposer des missions qui te correspondent. Moi, je peux que plus soyer en fait ce qu'il vient de dire. De mon côté, je dirais qu'il y a une part de débrouillardise aussi. Je pense qu'une grosse partie des freelances, et j'en fais partie, ne sont pas formés à la partie commerciale, démarchage, etc. Donc c'est très chouette de pouvoir être accompagné de partenaires de confiance. Les trouver, c'est pas toujours simple en fait derrière et ça fait partie du parcours de freelance de trouver les bons partenaires pour accompagner pour se faire accompagner au long de sa carrière. Et puis après, oui, il y a les job boards. Après, dans mon cas, c'est un peu plus compliqué sur des postes de CTO, CPO. C'est plus le réseau que les job boards qui proposent pas ce type de mission. Donc voilà, à peu près ce qu'il y a à dire dessus. Je pense que il y a une partie opportunité aussi qu'il faut pas négliger. Il y a une part de chance aussi, de sollicitation, de moments, de timing clé. Et je pense que la chance et l'opportunité, et la prise de risque sur l'opportunité rentrent en compte aussi dans le fait de trouver des missions. Oui, je comprends tout à fait. Et en fait, moi, ça m'apporte à ça m'amène à une question, c'est que en fait, dans cette démarche en fait d'entretenir le réseau, de vendre quelque chose de valeur, comment on peut différencier, on va dire un freelance qui va être entre guillemets exécutant, je mets bien des guillemets, à un freelance qui là va être un partenaire métier qui va apporter en fait sa patte. Pour vous, comment on peut différencier, on va dire, ces deux types de freelance?
pour moi, en fait, ça dépend de la manière dont tu te vends. Et moi, j'ai fait les deux. Et je me rappelle exactement du moment où j'ai choisi de me vendre de manière différenciante, positionné sur une autre gamme de prix, etc. Mhm. À partir du moment où j'ai changé la manière dont je me vendais, j'ai trouvé d'autres types de missions. Donc, ça a été un moment clé Ok. dans ma carrière. Effectivement, je suis passé de chercher sur les job boards comme chercher un emploi à proposer une gamme de services et d'aller démarcher les entreprises autrement avec de la valeur ajoutée ou des réponses à leurs besoins en direct. Et du coup, je pense que en tout cas pour moi, c'est ce changement clé-là qui a changé mon positionnement et au sein des entreprises quand j'étais en mission. Ok. Je suis absolument d'accord avec ça. Après, il y a une chose que je peux rajouter peut-être, c'est le positionnement humain en fait. C'est que pour avoir passé plusieurs années chez différents clients, systématiquement, c'est le positionnement humain qui va garantir la qualité de travail finalement. Si on s'entend bien avec son patron, forcément, on aura plus de chances et de possibilités à l'accompagner sur différents spectres qui n'étaient pas forcément celui initial de la mission, tout simplement. Ouais, je peux rebondir là-dessus parce qu'en fait, Bien c'est sûr. vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est qu'il y a, allez, 70%, 60% de mes missions, j'aurais du mal à donner un chiffre exact, mais je vois bien, allez, on va dire une fois sur deux pour être clair, où j'ai progressé, enfin, ou pris un autre rôle ou un autre poste, ou changé ma facturation, changé mon Mhm. TJM, ou changé mon ordre de mission et mon rôle interne de la société après avoir fait mes preuves en interne. Donc c'est pas très dérangeant des fois de prendre le risque de prendre un rôle. On vise pas tout de suite pour éventuellement prendre un peu plus de dimension une fois qu'on a fait ses preuves en interne. C'est jouable en tout cas. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Et du coup, en fait, en arrivant dans cette posture, pour moi, en fait, j'ai la sensation en vous entendant que en vendant un service, la nature de la mission, elle n'est pas forcément cloisonnée, si je comprends bien, et que, en fait, du coup, dans ce cadre-là, le freelance, il a une marge d'initiative. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'il y a des cas où, en fait, c'est beaucoup plus cloisonné, du coup, on va dire, à une fiche de poste, à une fiche de mission Je pense que les habitudes que je vois autour de l'écosystème freelance t'imposent un peu cette dynamique-là. Enfin, il y a encore beaucoup de CV first, tu Hmm. vois, derrière où tu dois transmettre ton CV. Donc là, tu t'envoies pas une proposition Non. d'intervention, une offre de valeur, t'envoies ton CV. Et moi, en fait, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, mon CV, c'est une balle dans le pied à chaque fois que je l'envoie. Donc, chaque fois que je dois le sortir, je dois expliquer pourquoi mon parcours, il est étrange et difficile à Hmm. comprendre, etc. Donc, enfin, je sais pas si tu partages la Ouais, même moi, je expérience, mais partage ça, ouais, ouais. exactement. J'ai comme toi un CV pas atypique non plus, mais qui peut soulever des questions. Et effectivement, il faut défendre ces points-là. Et je continue de penser, pour répondre à la question initiale, qu'il faut faire ses preuves Bien et sûr. qu'en faisant ses preuves, on peut faire des virages dans une mission Mm. qui amènera finalement un autre scope que le premier. Du coup, la reco que je peux faire, en tout cas, c'est d'essayer de rentrer en passant par le système, en donnant son CV, etc. Et après, peut-être faire la proposition de valeur une fois qu'on est à l'intérieur. Mais c'est pas toujours simple à opérer, hein. Du coup, dans cette démarche-là, peut-être qu'en fait, il y a plusieurs phases dans la vie du freelancing. Peut-être que la partie la plus compliquée, ça va être le début en fait, de la carrière du freelancing dans ce cadre-là. Puisque. Je suis pas sûr que ça soit plus dur pour les juniors, parce que tu es positionné sur un TGM plus bas. Il y a Ok. plus d'offres sur le marché qui sont destinées à des juniors confirmés, hein. On parle de, voilà, si t'as 5 ans de freelancing, tu débutes encore, en fait, t'as pas encore ton réseau complet, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'offres, donc tu es pas mal sollicité. En fait, pour moi, la difficulté, elle vient après, dès que tu commences à prendre des rôles seniors Hmm. d'encadrement, direction de projet ou chefferie de projet avec des trucs du programme management ou des trucs de pur management direct. Et là, les, les- le nombre d'offres en fait se réduit comme une peau de chagrin. Tu as plus de concurrence potentielle et il faut savoir remodifier ton offre. Mais sur le véritable début de mission, moi je peux dire quand Mm. même que parfois c'est difficile de rentrer dans un système que Ouais. tu connais pas, avec des acronymes métiers que tu ne connais pas non plus, Ouais. qui sont difficiles à appréhender. Tu ne sais pas si c'est toi qui as loupé une étape dans la formation ou dans l'onboarding qui Mm. peut d'abord
ne pas exister ou être mal défini dans l'entreprise. Et clairement, je ne vais pas donner de nom, mais ça m'est arrivé dans des missions, les 3 premiers jours, d'avoir envie de partir en courant, Ouais. très sincèrement. Par contre, au bout d'une semaine, commencer à comprendre ce qui se passe, qui est qui fait quoi, et finalement, commencer à délivrer quelque chose qui rend service, soit aux équipes, soit aux responsables, soit aux clients. En fait, tu dois te battre en permanence contre le syndrome de l'imposteur. Voilà. Et je pense que quel que soit ton niveau d'expérience, tu l'as. Oui. Donc il y a le côté, effectivement, t'es perdu. Euh, je pense que ça part jamais, en fait. Tu vois, là, quel que soit ton niveau d'expérience, tu l'as toujours un petit peu. Après, tu commences à avoir une espèce de boîte à outils ou des réflexes, en fait, qui te permettent d'aller plus vite. Tu vis la même chose que ce que vit quelqu'un en CDI, encore plus dans un grand groupe, mais tu dois le faire plus régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, tu changes normalement plus de... À Je chaque dis bien mission. théoriquement, parce que Oui. c'est pas toujours le cas. Moi, je dis souvent, le consultant, freelance en tout cas, est en période d'essai toute sa vie. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Et du coup, c'est bien, ça me permet de lancer aussi le sujet suivant. C'est fait exprès. Non. On offre les transitions, c'est ça. Bah, dans la vie du freelance, bien entendu, il y a cet onboarding, et du coup, bah, qu'est-ce qui peut être mis en place pour intégrer le freelance et comment on s'intègre bien en fait, dans un grand groupe, sachant qu'il y a des acronymes partout, il y a beaucoup d'équipes. Est-ce que Philippe, tu veux... Si je peux commencer, ouais. Alors, moi, encore une fois, j'ai une approche particulière du truc. J'ai beaucoup travaillé autour de CTO ou CPO as a product, hein. Donc, Ok. j'ai toute une théorie là-dessus ou une approche particulière où j'ai des personnages que je me suis fait à l'expérience où j'ai toujours les mêmes. Le Michel de l'ancienne mission qui est exactement pareil que le nouveau. Donc, peut-être que les clés que j'ai trouvées dans la mission précédente seront les mêmes avec cette nouvelle personne. La proposition de valeur que j'attache à le produit que je suis pour l'entreprise, le ROI que je dois amener, Bien sûr. et la valeur immédiate, les quick wins que je peux mettre en place, le delivery que je peux apporter en termes de serviciel à mon client. Mais je me doute que ça doit pas être la même approche pour quelqu'un qui débute. Mais en tout cas, pour aborder la stratégie grand groupe et comment je m'y intègre, il y a quand même des choses qui reviennent, qui sont pour moi des marronniers et qui m'ont mis du temps à acquérir en fait. Beaucoup d'expérience en tout cas. Et des réflexes, concrètement, hein, Ouais. ce que tu évoques là, c'est des réflexes, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une nouvelle organisation, tu as quand même des réflexes j'imagine, aller rencontrer les uns et les autres, aller pointer du doigt de manière personnelle, en tout cas au début, certains sujets, et puis d'en faire un rapport d'étonnement, par exemple, pour aller le présenter. Et ça, en fait, c'est de la débrouillardise quelque part et du réflexe, selon moi. Et de l'expérience aussi, forcément, parce qu'en fait, si tu le fais 15 fois, notamment en grand groupe, il y a des codes, il y a des choses, il y a des choses que tu apprends au fur et à mesure. Là, gérer des achats, gérer une hiérarchie, gérer la politique interne, reconnaître les tensions en interne entre les gens, comprendre les jeux de pouvoir qui sont autour de toi, le legacy de la boîte, la culture de la boîte qui est hyper importante en fait dans les grands groupes. Voilà, c'est des éléments que tu apprends à l'expérience à reconnaître et anticiper en tout cas. Ça permet d'aller plus vite. Oui, c'est vrai que c'est pas évident quand on arrive dans une équipe de détecter tout ça. Bah, tu dois être performant rapidement. Exactement. T'as pas les 3 mois tu sais, enfin, je sais pas, de carte blanche. Les 100 jours, ouais, les fameux 100 les jours, 100 jours, ouais, c'est vrai. Tu vois, Les 100 jours renouvelables. Ouais, je sais pas si c'est renouvelable, mais tu as quand même 100 jours pour faire tes preuves où on t'épargne un petit peu toutes les petites fautes derrière. C'est un peu moins le cas pour les freelances en fait. Oui, oui, du coup, il faut Ça te coûte arriver. plus cher, donc il faut être efficace plus rapidement. Ça, c'est sûr. Et du coup, bah, qui dit aussi cette intégration, dit aussi il faut être perçu, hein, du coup, comme quelqu'un clé hein, dans une équipe data, tech. Alors, pour vous, comment on peut démontrer qu'on est, on va dire, cette perle rare qui est directement dans l'intégration de l'entreprise, on arrive à être un élément incontournable? Comment vous faites Ouais, laisse la main. ouais, si tu veux, c'est une question qui est difficile, c'est très subjectif. Oui, Je pense tout à fait. que on a plusieurs clients, c'est forcément les responsables qui t'entourent et puis les équipes que tu encadres.
tout cas, ça dépend aussi du rôle que tu fais. Si, quoi qu'il arrive, tu as une équipe, ça peut être, tu peux ne pas être leur responsable, mais ce sont tes collaborateurs, tu dois leur rendre un service. Ou alors tu peux encadrer des équipes et être leur responsable, et quelque part, ils ont des attentes vis-à-vis de toi. Je pense qu'en fait, il n'y a pas qu'un niveau de satisfaction à délivrer. Aujourd'hui, là, dans ce que je fais, il faut que j'arrive à satisfaire à la fois les utilisateurs finaux des produits qu'on adresse, puisqu'à la fin, il y a toujours des utilisateurs, et mon management immédiat, et puis finalement derrière, quoi qu'il arrive, mes équipes et les équipes que j'encadre, qui ont aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi, presque Sûr. plus finalement que mes responsables. En fait, je pense que tu as la valeur que tu dégages et la perception de valeur aussi autour de toi. Au début, tu arrives avec une perception de valeur où tu t'es vendu, tu as amené le côté marketing, etc. Tu t'es vendu auprès de tes équipes, comme tu disais, auprès de ton management, etc. Et après, c'est la valeur que tu délivres vraiment sur lequel tu es évalué derrière. Et ça, effectivement, c'est plus difficile. Et je vois beaucoup de freelances qui se cassent la gueule passer les premières semaines où la promesse n'est pas au rendez-vous. Mais comme toute offre commerciale, tu vends une voiture, c'est la même chose en fait, quoi. Ah oui, c'est sûr, si on vend une voiture sans les roues, ça peut être compliqué. Ouais, non, ou tu dis tu promets une Ferrari et puis t'as une 2 chevaux, pardon. Oui, aussi. Non, mais c'est un point c'est- qui est très important parce ouais. que il faut pas faire de fausses promesses. Non. C'est un truc qu'il faut qu'on se répète en fait. Il n'y a pas de fausses promesses. C'est-à-dire trafiquer un CV pour une mission, c'est pas une bonne idée. Systématiquement, on nous l'a tous déjà demandé. Est-ce que tu peux rajouter cet outil dans ton CV? Ça passera mieux chez le client. En fait, je crois que c'est une bêtise. C'est-à-dire on peut monter en compétences et en connaissances rapidement, mais faut faire l'effort d'être transparent là-dessus. En plus, derrière, ça peut décrédibiliser, on va dire, le partenaire, le freelance. Enfin, tout le monde dans la chaîne de valeur peut être malheureusement décrédibilisé dans ce genre de cas, quoi. C'est dangereux. C'est dangereux, ouais. Après, ça arrive de rater tes missions, mais c'est comme ça, en fait. Ça Oui. fait partie de la vie freelance, hein. Oui, bah, oui, on peut rater beaucoup de choses. Et du coup, là, on a parlé aussi de la partie hiérarchie, mais tout à l'heure, tu mentionnais la partie équipe, et je trouve que ça, c'est intéressant. Moi, j'ai vécu en tant que salarié, voir une équipe entière de consultants arriver. Comment ça se passe quand on est freelance, du coup, et qu'on arrive dans un grand groupe, alors que, on va dire que les équipes sont quand même assez stables, salariées, et on peut voir on peut se voir on peut voir un freelance comme une menace. Comment se passe l'intégration avec les autres équipes? Il y a plein de points en dessous de ce que tu dis, la manière dont toi tu t'affiches et tu prends. Alors là, moi je vais parler du management, où tu Bien prends sûr. le management d'équipe, où c'est compliqué. Généralement, plus. Dans mon cas particulier, j'arrive dans un contexte qui est jamais simple. C'est soit du remplacement de personnes, soit de la crise ou des trucs comme ça, donc ou Ouais. une période de transformation. Donc, tu as en plus ce côté où les gens te voient arriver. Tu vois, tu peux avoir la réputation du manager de transition qui licencie, ou tu vois, les gens savent pas pourquoi tu viens en fait, généralement. Donc, du coup, il y a une partie, il faut gagner la confiance de tes équipes, et ça. Pour moi, ça passe par beaucoup de transparence, beaucoup de com, beaucoup d'accompagnement one-one. Et tant que t'as pas passé ce cercle de confiance en interne avec tes équipes, c'est très difficile de tenir en tout cas. Oui, bah oui, je me doute. Il n'y a pas forcément que des internes. J'ai quand même croisé pas mal d'organisations dans lesquelles il y a beaucoup d'externes. En tout cas, quand effectivement tu as un rôle de réorganisation, de transition, tu fais peur en général, surtout aux internes, tu as raison de le dire, Bien sûr. mais aussi aux externes parce que parfois on est bien au chaud dans une mission, ça se passe bien et il suffit de pas grand-chose pour qu'il y ait un virage qui soit fait et que ce soit moins confortable pour tous. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément que des internes dans les gros groupes. C'est juste le message que je veux passer, c'est qu'ils s'appuient sur énormément de ressources. Ça peut être du multi-vendor, enfin plusieurs partenaires. Ça peut être un vendor qui a un poids très fort et pour lequel les choses peuvent bouger aussi rapidement. Mais il faut composer. Je pense qu'en tout cas, il y a forcément du sur-mesure à produire chez les clients. En tout cas, ouais, ce qui me fait chier, moi, et je veux dire comme ça, hein, c'est la différence qu'on met entre interne et externe, Ouais. où très souvent je me suis retrouvé en tant qu'externe porteur de la culture de la boîte parce que je viens de la lire. En fait, je suis arrivé, je l'ai lu pour mieux m'intégrer et en fait, je la connais mieux que les internes. Et du Ouais. coup, j'ai des fois une posture, alors les deux valent, hein, les deux opposés valent, soit je me plante complètement sur la culture de la boîte, j'ai rien compris et du coup, tu as un choc culturel important à gérer, soit au contraire, tu défends des valeurs qui n'y sont plus en fait depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment la différence, tu vois, interne-externe qui est embêtante. Et je suis d'accord pour dire que le prestat, le consultant, le freelance, on l'appelle comme on veut,
doit participer à la culture d'entreprise. En fait, pour avoir fait des missions longue durée chez différents clients, on se doit de porter la culture et de les accompagner dans leur spirit. Pour le choix de mission, enfin, tu vois, il faut se renseigner un peu sur la boîte parce que des fois, bah, tu peux rater ta mission à cause d'une culture trop différente de la tienne. Ah oui, c'est sûr. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en amont, en fait, en amont avant d'arriver dans l'entreprise. Tout à fait. Du coup, merci beaucoup pour cette première session sur l'intégration des freelances. Moi, je vais vous laisser la place pour Émilie qui viendra pour parler notamment du marché et des TJM. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre à vos questions dans le chat. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain talk. À bientôt! Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre à vos questions dans le chat. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain talk. À bientôt! Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre à vos questions dans le chat. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous. Je suis hyper stressée. C'est vrai? C'est vrai? Bah ouais, c'est la Détends-toi, première fois. tranquille, on parle tous les trois, tout va bien. Oui, ça va aller. Je vais survivre. En mode, tu supportes que c'est un échange. Merci beaucoup Philippe et Antoine pour répondre de répondre à mes questions. On va parler de deux choses aujourd'hui, TJM et état de marché. Et on va commencer par le TJM tout de suite. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, dans les grands groupes, on a des systèmes de grilles tarifaires. Les grilles tarifaires sont des TJM maximaux définis avec un fournisseur considérant un profil. Donc je donne un exemple, Trait d'Union va négocier avec Fnac que l'architecte data senior coûtera 750 € maximum. On sait aujourd'hui qu'il y a des TJM, des freelances qui vont dépasser ces grilles. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une possibilité de négociation pour les freelances et pour quelles raisons on pourrait faire ce genre de négociation? Ma question est plus pour Philippe d'abord. Ah, ok. J'allais laisser la main lâchement. Non, mais en fait, ouais, c'est assez simple. Ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes qui sont ultra strictes sur leur politique d'achat, avec des grilles plutôt fixes et des achats très forts, en fait. Et là c'est dur de passer outre. Et il y en a d'autres qui sont, c'est juste des tarifs indicatifs entre guillemets. Donc c'est plus sur la relation avec l'intermédiaire, histoire d'avoir une espèce d'homogénéité dans les TJM des intervenants externes. Par contre, ce que je sais d'expérience, c'est que si ça répond à un besoin, etc., il n'y a plus de TJM derrière. Donc j'ai déjà vu des TJM dépasser de 100, 200 € par rapport à l'offre initiale, parce que la personne avait une valeur suffisante pour justifier la hausse de TJM. Après, les achats des groupes jouent leur rôle, c'est-à-dire essayer de négocier vers le bas la plupart des tarifs. C'est une phase de négociation et elle débute dès la prise de contact entre l'offre et la candidature du freelance. Là, tu parles de la réalité terrain, en fait. Il y a la grille des achats, il y a le besoin d'un projet spécifique avec un profil exotique ou rare, qui fait que, et puis un time to market souvent, hein, qui fait qu'en fait, on n'a pas le temps d'attendre le profil souhaité, le fameux mouton à 5 pattes, là, qu'on trouvera pas au bon prix rapidement. Et donc, ça permet justement des largesses assez Ok. souvent. Et donc toi, c'est des choses aussi que tu as vues dans ton parcours, des négociations entre freelance, intermédiaire, achat. Est-ce que ça s'est toujours bien passé ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, bon, on a raté le coup Je pense comme toi, j'ai croisé pas mal de boîtes en fait dans lesquelles les achats n'ont jamais pris part aux discussions. Ok. Parce que en fait, il y a un budget et tant que le responsable de projet rentre dans son budget, eh bien personne ne l'embête. Il peut y avoir des grilles en fait et les achats souvent on s'appuie sur eux pour justement aller contacter les partenaires qui sont référencés, ceux avec lesquels on a le droit de travailler. Mais globalement, le responsable de projet, en tout cas dans la majorité des projets
auxquels j'ai participé à la main sur ces budgets. Alors bien sûr, on ne sortira pas des grilles et on ne fera pas x2 sur un TJ pour faire plaisir à un manager ou pour que quelqu'un arrive plus vite, mais assez souvent quand même le projet à la main. Moi, du coup, je suis souvent des deux côtés, c'est-à-dire je recrute ou je staff ou c'est moi qui candidate. Et ce que je sais, c'est quand c'est moi qui ai besoin de freelance, etc., je suis plutôt drivé par des budgets plus que par des TJM. Et si la personne me propose une offre de valeur qui est suffisante pour répondre à mes objectifs sur la même ligne budgétaire, bah, tu as 45 000 euros, quel que soit ton TJM, si tu rentres dans les 45 000 euros et que tu me proposes la même offre de valeur avec un time to market plus court, et ben, ça va m'intéresser forcément. Et là, il y a toujours moyen de négocier quand tu es en position de recruteur avec les achats pour débloquer ces histoires de grilles. Donc ça dépend vraiment de ton positionnement, du timing et du besoin. Voilà, c'est le rapprochement besoin-valeur perçue dont je parlais tout à l'heure. Et sans vouloir niveler vers le haut, il y a aussi un véritable risque à vouloir staffer à pas cher. C'est-à-dire que plusieurs fois dans des missions, on s'est retrouvé avec des DSI et des dimensions métiers qui staffent pas les ressources de la même manière. Si tu es côté métier et que les développeurs, pour faire simple, sont côté DSI, tu n'as pas forcément la main sur leur sourcing, ni sur le choix des ressources, ni sur leurs compétences finalement. Et tu te retrouves dans des projets où effectivement on a acheté des ressources un peu moins chères que prévu, mais qui vont pas forcément délivrer suffisamment rapidement l'attendu. Donc ça peut poser problème. Bon, ça c'est effectivement mieux si on arrive à le monter en tripartite ou en plusieurs parties qui se mettent d'accord sur les profils. Et peut-être un truc qu'on peut rajouter aussi, je me rappelle plus jeune, j'étais beaucoup tenté de baisser mon TGM pour rentrer dans les grilles, etc. Et je pense que c'est une tentation qu'on a tous à un moment en se disant ok, j'arrive pas à trouver, je suis bloqué, il y a quelque chose qui cloche sur mon profil, et puis après on s'interroge sur son TGM, son positionnement, et on a tendance à vouloir être incité à baisser. Et voilà, si ça peut rassurer les gens, moi j'ai fait l'opposé. À un moment, je me suis décidé à augmenter mon TGM en disant bon bah on va voir, je change ma positionnement, mon offre de valeur, et j'ai trouvé des missions à partir de là plus facilement. Voilà, donc je dis pas que ça va marcher pour tout le monde, mais en tout cas baisser son TGM, c'est pas toujours la solution pour décrocher la mission qui va bien. Il y a une conjoncture, bon, il y a une conjoncture, et puis il y a aussi, je crois, pour compléter ce que tu dis, qu'il ne faut pas rester figé, c'est-à-dire entre un TJM d'aujourd'hui et se dire je ne baisserai plus jamais mon TJM, parce qu'il y a des contextes, il y a des missions, il y a des choix de vie finalement, et c'est dommage de louper une mission pour quelques dizaines d'euros potentiellement. Donc en gros, ce que j'en comprends, c'est que ce qui va influer le TGM beaucoup, ça va être l'expertise, à quel point le besoin est fort, et la conjoncture du marché. Je trouve que c'est une très bonne transition, puisqu'il nous faut parler de marché maintenant. La grande question qu'on nous pose beaucoup, c'est comment il va, le marché ? Et donc, avant de rentrer sur cette question qui est un peu importante quand même, j'ai fait mes devoirs et j'ai récupéré quelques chiffres. Si on regarde un petit peu l'état du marché depuis 2015 à peu près, on a eu 3 grosses étapes. 2015-2021 qui était une période faste dans le milieu du conseil, une période 2022-2023 où il y a eu une réelle crise sur le marché, et la période 2024 à aujourd'hui qui est un marché qui reprend mais sur des termes assez différents de ce qu'on connaissait. Alors si je creuse un peu, de 2010 à 2021, c'était une croissance entre 3 et 8% annuellement dans les sociétés de conseil. C'était expliqué par la digitalisation, la pénurie des talents aussi. En 2022-2023, on a vu une crise, jusqu'à 50% des consultants en société de conseil étaient en intercontrat, donc en attente d'une mission. Et côté freelance, on n'a pas les chiffres exacts, mais on remonte une large difficulté à trouver des projets, et les plateformes nous ont indiqué qu'elles remontent à un assouplissement des termes freelance, diminution des TJM, moins de télétravail, voire un retour au salariat qui est en train de se faire, qui s'explique largement par l'invasion de l'Ukraine en Russie, qui a impacté derrière l'inflation, puis les taux par la BCE, ce qui a créé un gel des budgets du côté des grandes sociétés, et du côté des sociétés qui empruntent, elles avaient du mal à se financer, donc moins de projets aussi. En 2024, et c'est là que c'est le plus intéressant je pense, le marché a repris légèrement,
mais mais a changé de manière extrêmement rapide avec l'arrivée de l'IA générative. On voit 3 morceaux qui se dessinent, il y a plein de nouveaux métiers qu'on voit arriver. Le prompt engineer, on voit de l'expertise en RAG, du LangChain, ce genre de choses. De l'autre côté, on a une continuité sur certains métiers historiques, la cybersécurité et le cloud en tête, aussi considérant l'état politique où il y a des questions de souveraineté qui sont en train de s'imposer. Et enfin, il y a un essoufflement, et c'est peut-être le plus négatif, où sur certains métiers, le nombre de freelances continue à augmenter aujourd'hui, mais le nombre de besoins diminue franchement. Par exemple, sur les développeurs full stack, on a une diminution qui est assez drastique, de 36% cette dernière année, parce qu'il y a l'IA générative qui est en train de remplacer une partie de leur travail. Et le pire, je crois, et Le Monde en parle très bien, c'est pour les juniors, les sortants d'école, qui eux ne trouvent aujourd'hui plus de travail. Donc, quand on a dit tout ça, ma question pour vous, c'est est-ce que vous aussi, vous avez ressenti ce parcours en tant que manager, en tant que CTO, et à quel point la crise puis l'arrivée de l'IA a changé la manière dont vous recrutez des consultants aujourd'hui? Tu vois? Si tu veux. Allez. Bon, effectivement, sur les 5 dernières années, pour pas remonter à 2015, finalement, on a aperçu ces vagues, en tout cas de faste de marché, avec effectivement des périodes qui nous paraissent plus tendues. Comme on le disait en tout début de talk, finalement, on a quand même pas mal de partenaires maintenant avec qui on s'entend bien, avec qui on échange régulièrement et qui nous partagent, comme les plateformes, hein, l'état du marché dans leur perception. Et c'est inquiétant, parfois, quand on est freelance, et en même temps, il faut réussir à serrer les dents, si on me permet l'expression, pour continuer à chercher et pas se désespérer. Ce que tu disais tout à l'heure, tu peux être amené à baisser ton TJ si tu ne trouves pas de mission, et ou finalement à continuer de persévérer dans ce que tu sais faire le mieux, et quelque part, à un moment, ça viendra. Sur le marché en lui-même, on le subit concrètement, hein, mais tout le monde du travail et du salariat et du freelance aussi, hein, c'est-à-dire qu'on a des crises internationales qui nous dépassent complètement et pour lesquelles on aura du mal à agir nous-mêmes. En revanche, on peut continuer à délivrer de la valeur pour des clients, ça c'est certain. Il faut trouver les bons clients et les bonnes missions et surtout les sujets sur lesquels on est à l'aise. Ah, je vais le dire autrement, je vais dire, eh, mec, meuf, t'as choisi l'IT, ça fait partie de la vie, hein. Je vais passer pour un dinosaure, mais moi, j'ai commencé l'IT la fin des années 90, hein, ça remonte quand même assez loin. C'est pas la première vague de changement, hein. L'arrivée du web, le web 2.0 dont tout le monde parlait, le passage à l'agilité, le full stack, le DevOps, le cloud, voilà, je peux te les faire, toutes les révolutions technologiques qu'on dû affronter. À partir du moment où tu choisis l'IT comme domaine, en fait, tu sais que tu vas évoluer plus vite que si tu avais pris maçonnerie. Enfin, tu vois, où les techniques évoluent, mais sur un rythme différent. Après, tu sais qu'en choisissant cette branche-là, tu vas devoir être un caméléon, rechallenger en fait ton set de compétences, tu vas enfin, en permanence. Et s'il y a des freelance développeurs qui nous écoutent, voilà, il y a des micro-révolutions en fait dans la manière dont tu codes. Voilà, c'est compliqué à gérer, quoi. Moi, j'ai vécu le passage à l'objet, tu vois. Derrière, j'ai vécu pas mal de transformations complètes. Voilà. Avant, les parties Git ou voilà, tu vois, le travail collaboratif pour du code, les chaînes de les CI/CD n'existaient pas. Et tout ça, en fait, ça s'apprend, c'est des skills différentes. Et pour des gens qui travaillent derrière, bah, leurs compétences sont challengées en permanence. Donc là, pour moi, l'IA, c'est une grosse partie. C'est un peu comme l'arrivée du web. Il ne faut pas le négliger, mais ça va obliger à faire du shift. Donc, dans le mouvement, moi, je trouve ça normal que ça re-challenge les profils dont on a besoin. Il y a eu le Covid qui a accéléré un peu le mouvement, qui a amené quand même pas mal de choses avec le télétravail et plein de choses derrière. Mais voilà, pas le choix, il faut se reformer, refaire de la veille et se mettre au goût du marché et en fonction de la demande qu'il y a, quoi. S'adapter, Ouais. clairement. Ok, bah alors ça enchaîne sur une bonne deuxième question. Ouais. Le marché change. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2026-2027? Qu'est-ce que vous recommandez aux freelances qui nous écoutent comme direction à prendre en termes de formation, en termes de training, ce genre de choses? Je commence? Vas-y, Ouais, je t'en ok. prie. Ça dépend du client que tu vises. Soit tu vises les clients qui ont beaucoup de legacy, etc., et qui vont rechercher des compétences clés au travers des freelances sur des technos un peu anciennes. Et donc,
tu prends un risque, mais tu deviens expert de leur legacy et tu vas travailler sur ces types de projets-là. Je pense que c'est comme on va beaucoup transformer avec l'IA, etc., on va avoir quand même des entreprises à deux vitesses, celles qui vont très vite et qui vont très vite migrer vers les nouvelles technologies, et d'autres qui seront beaucoup plus en retard, qui resteront encore pendant un moment sur le legacy de l'on-prem, des choses un peu datées, voilà, et les compétences vont manquer, parce que il y a beaucoup de gens qui auront changé, et du coup il y a une offre de valeur là. Et à côté, tu peux t'orienter vers de la start-up ultra innovante côté tech. Et là, en fait, je pense qu'il y a un gros marché aussi, parce que tout reste à conquérir. Et je pense qu'on rentre dans une période Far West là, sur les 2, 3 prochaines années, peut-être 5 ans même, où il va y avoir beaucoup de choses et c'est vraiment difficile de faire Nostradamus pour savoir ce qui va se passer. En tout cas, veille en premier. La reco, c'est faire beaucoup de veille, s'intéresser à l'IA éventuellement, évidemment, pardon, pas éventuellement, mais évidemment. Et voilà, en tout cas, ce que je peux dire pour essayer de faire le prophète sur les prochaines années, c'est extrêmement dur parce que les trains d'innovation partent vite. Ouais, je suis en phase avec toi, hein. Clairement, la data et l'IA, là, c'est quand même des secteurs d'activité dans l'IT et dans la tech qui sont moins impactés que le fameux développeur full stack dont tu parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans la data aussi, ça fonctionne. C'est-à-dire, plus on sera capable de maîtriser la chaîne de la data de bout en bout, à mon avis, plus ce sera facile pour trouver du travail, que tu sois salarié ou freelance. Et puis ensuite, il y a deux axes principaux. C'est-à-dire, on a quand même beaucoup de systèmes d'information qui vieillissent, t'en parlais, et qui vont devoir se moderniser. Tu disais tout à l'heure le passage au cloud, mais il y a encore beaucoup de grosses entreprises qui ne l'ont pas fait ce virage, qui sont toujours sur du on-premise et qui vont devoir faire ces virages. Et ça, finalement, c'est la technologie, c'est le hardware qu'il y a derrière qui va rendre l'âme et qu'il va falloir anticiper. Donc, quoi qu'il arrive, ces groupes, à un moment, vont devoir travailler sur ces sujets. C'est pas mal repoussé, on verra plus tard. Mais quand ça arrive, il faut du monde pour ça. Donc, tu peux être soit très up-to-date, à la pointe pour faire de la data sur les nouveaux outils et proposer des produits et des services de valeur très forts, soit te positionner sur de la migration. Et ça pourrait fonctionner aussi, je pense. Ouais. En fait, je partage ce que dit Antoine, hein, on néglige la résistance au changement des entreprises françaises, hein. Là, voilà, je pense qu'il y a encore une bonne longue traîne technologique avant de parler d'IA first dans toutes les entreprises, quoi. Tu vois, là, si je parle que dire, mais voilà, on a, je pense, 20 ans minimum de transition, hein. Là, quand on parle de la France digitale, etc., je vois encore des boîtes. Alors, tout le monde a un site web maintenant, je pense qu'il n'y a plus de débat, mais tu vois, un SI bien un peu moderne, hein, une approche digitale cohérente, voilà, ou le passage au cloud, voilà, il y a encore des boîtes qui ne sont pas passées, quoi. Ok. Et à l'exception de l'IA, qui va clairement être une stratégie de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, est-ce que vous percevez d'autres stratégies qui sont en train de se mettre en Des place? tendances, tu veux dire, ou Des stratégies? tendances potentiellement chez vous directement. Ouais. Vous dites, ok, il y aura du besoin, il y aura de la recherche, il y aura du recrutement dans ces 2 prochaines années là-dessus. Moi, je peux parler de l'autonomie des métiers, c'est-à-dire qu'on croise quand même dans nos missions en ce moment un grand souhait que les métiers soient autonomes sur leurs outils. Pas forcément data, hein, mais, parce que j'en suis en ce moment, mais on demande à ce que eux aient la main sur leurs outils. On appelle ça le citizen dev en ce moment chez Pernod Ricard, mais ça peut porter d'autres noms. Et au final, ça peut rendre service. Par contre, il faut que ce soit encadré, et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place et à lancer. Comme tu le disais, on a déjà parfois des systèmes d'information très obsolètes, ou en tout cas très vieillissants, et ça peut être difficile de donner accès à une partie des outils, des logiciels en fait aux users. Mais ça, en tout cas, c'est une tendance qui se dégage, c'est-à-dire que les users bout de chaîne ont tous fait des écoles plus ou moins de renom et qui finalement demandent à avoir la main sur les outils. Côté data, côté BI chez Pernod Ricard, tous les utilisateurs seraient capables, pas tous, mais une grande partie seraient capables de développer des rapports en local pour leurs propres besoins. Et ça, il faut pouvoir leur rendre service, le mettre en place, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, si je remonte il y a quelques années, on parlait du low-code, no-code comme le Terminator des développeurs, en fait, où il n'y aurait plus de dev. Bon, là, on est en train de dire la même chose face à l'IA.
au final, dès qu'on veut industrialiser et faire, enfin, voilà, faire quelque chose de robuste, etc., on voit bien que ça a ses limites aujourd'hui, hein. Peut-être que demain, ça sera différent. Mais je comprends les besoins du métier, comme tu le disais, en fait, enfin, de se dire, bah, tiens, moi, quand je compte un truc, derrière, j'ai mon site web qui se crée devant mes yeux en 5 minutes, je vais pas me prendre la tête avec à balancer ça à des équipes de dev ou quoi que ce soit. J'ai mon rapport, mes trucs, j'ai mes données bien présentées. Donc, il y aura peut-être besoin moins de ce type de dev là. Tu parlais des juniors tout à l'heure. Moi, c'est le risque le plus fort que je vois, c'est comment tu fais le lien entre les seniors qui ont appris à coder et qui ont les sets de compétences et les gens qui arrivent sur le marché, pardon, qui eux ont fait beaucoup de prompting et qui ont peut-être pas le set de compétences nécessaires pour faire le truc. Et je pense qu'il y a un gap entre les deux générations et c'est ça qu'il va falloir combler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, les métiers vont devoir jongler avec soit des gens un peu plus seniors qui ont beaucoup de compétences mais qui sont dans des méthodes un peu dépassées et des juniors qui répondent très vite mais peut-être pas de manière industrialisée ou fiable hein, ou robuste en tout cas. Encore une fois, je catégorise et je généralise, il y aura forcément des exceptions. Et il y a le time to market pour Ouais, finir, t'as raison. si on a encore quelques secondes là-dessus, c'est aujourd'hui, avec l'IA, avec les chats GPT qui se mettent en place, la capacité à répondre immédiatement, en fait, sans délai, ça peut être difficilement imaginable pour des utilisateurs, quelle que soit leur position, de se dire je vais attendre 6 mois pour qu'un développement ou pour qu'un service me soit rendu. Et c'est peut-être ça la réponse. Et comment fait-on on a parlé des méthodes agiles tout à l'heure, mais c'est comment pose-t-on des cycles de travail qui permettent de répondre efficacement en termes de délai aux problématiques rencontrées par les utilisateurs. L'IA ne sait pas répondre pour le moment à toutes les contraintes legacy des grands groupes. Hein. Tout à fait. Et du coup, les grands groupes sont un peu protégés du mouvement IA. Par contre, effectivement, si tu bosses pour des startups ou que tu mets des choses à partir de zéro et de la feuille blanche, il va y avoir un mouvement derrière. Je pense qu'on arrive, tu parlais d'un peu de projection sur le futur, où il va y avoir des nouveaux acteurs sur le marché qui vont chatouiller très fortement les anciens acteurs du marché ou les acteurs établis en tout cas. Et ça, il y a une dynamique à pas rater pour les freelances, je pense. Très clair. C'était 10 secondes ou 10 minutes que vous me disiez? Encore, on a On peut continuer, encore du hein. temps. Ok, Ouais. très bien. Alors moi c'est juste sur la partie formation, j'avais une question comme ça qui n'est pas du tout dans notre script. Ok. Oui, là on a les jeunes qui sont plus sur le marché. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits du côté des grands groupes pour intégrer les freelances les plus juniors potentiellement ou les personnes qui essaient de rentrer en CDI junior? Je pense d'ailleurs que si on arrive sur ce moment où il y a des métiers qui sont en train de changer, on va avoir peut-être des freelances qui étaient intermédiaires sur un métier mais qui deviennent, on va dire, presque juniors sur d'autres et qui vont vouloir aller sur cette voie-là. Est-ce qu'il y a des stratégies qui vont commencer à se mettre en place là-dessus? Je peux te cash dessus? Non, parce qu'en fait, tu prends pas un freelance pour faire le nombre, tu fais pour de la valeur. Donc, prendre un freelance que tu dois former et expliquer, et qui parte après avec tout ce que tu as investi sur lui, ça n'a pas vraiment de sens. Alors peut-être qu'il y a des boîtes qui le feront, hein, ça c'est autre chose. Et j'espère, tant mieux pour les freelances. Mais je pense que ça marche pas comme ça. C'est pour ça que je suis inquiet sur cette partie-là. Il y a un parcours très ESN aussi. Enfin, les Ouais, ESN t'as raison. staffent beaucoup de jeunes sortis d'école, les forment avec les écueils que tu évoques. Hein. Et à la fin, ils vont finir par partir et changer de job et de boîte et d'environnement. Mais et globalement, les ESN font un peu ce travail-là. C'est salvateur pour tout le monde. Et il y a aussi quelques postes d'internes. Nous, on les voit, on a des data analystes, pour parler encore que de data, mais on a des data analystes qui sortent d'école, qui sont jeunes, encore une fois, qui ont été bien formés dans leurs écoles et qui savent déjà faire des choses intéressantes. Ils apportent aussi une valeur à leurs collaborateurs directement. Pour une fois, je vais te contredire sur Avec le plaisir. fait que le SN c'est salvateur. Pour moi, c'était un enfer au début de ma carrière. Et du coup, j'aime pas du tout ce parcours, en fait, tu vois, où on te balance derrière, on te vend sur un. Ah oui, par contre, tu vois, par contre, la derrière. manière dont on Ah voit, non, mais c'est un alors, problème. t'apprends très vite, mais t'apprends aussi ce que tu veux plus faire. Mais après, je vais pas mettre encore une fois toutes les ESN derrière, mais il y a quand même si tu regardes les verbatims de tous ceux qui sont passés ces 20 dernières années au travers des grandes ESN, etc., c'est quand même pas toujours super reluisant au niveau de l'expérience. Ouais, t'apprends, mais t'apprends sur le tas et je suis pas sûr que tu apprennes moins vite en t'auto-formant dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est que t'apprends, alors, dans des conditions difficiles, en étant rémunéré, ce qui est quand même une complexité pour les freelances.
Non, mais c'est sûr que si le SN te vend en expert ou en Ouais. intermédiaire alors que tu sors d'école, ça pose problème. Et Ouais. on en a croisé, nous, dans nos carrières, Ouais. ce genre de cas. Mais Ouais. bon, quoi qu'il Mais arrive, en c'est tout un cas, parcours, de toute façon, quand tu es en freelance, tu passes systématiquement à un moment de ta vie, tu croises très souvent en tout cas une ESN dans ton parcours. Bien sûr, parce que déjà beaucoup de SN Ouais. portent des freelances en mission à minima. Ok, bah, j'ai une dernière question et avant ça, je voulais vous glisser un mot de mon associé qui vous dit oui, l'IA générative va automatiser une partie de votre job. La question, c'est à quel point l'IA générative automatise cette partie et donc réfléchir à quelle est la partie non automatisée par l'intelligence artificielle, vous permettant de vous spécialiser et de créer une expertise sur ce métier-là. Voilà, je ne sais Ouais. pas ce que vous en moi, je peux pensez. commencer Ouais, vas-y, sur vas-y. sur l'aspect humain. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, là, l'IA, à mon échelle, me rend des services, me fait gagner du temps sur certaines choses. Comme tout le monde, tu peux demander à l'IA de corriger un texte, de l'améliorer, de simplement travailler sur un compte-rendu. On peut l'automatiser, parce que la question c'est l'automatisation, c'est-à-dire tu peux l'automatiser, mais il faut déjà avoir quelques notions d'utilisation de ces plateformes pour que ça devienne automatique. Ensuite, de ce que j'ai pu tester, l'automatisation ne remplit pas encore toutes les cases. Par contre, la partie humaine derrière, c'est-à-dire qu'à un moment on rencontre des problèmes humains, et pour l'instant l'IA ne les gère pas, c'est-à-dire les écueils d'un business qui a besoin de parler de son problème enfin, véritablement et qui attend une solution, il ne se tournera pas vers l'IA et nous, on ne pourra pas le faire non plus. À un moment, il faut se rencontrer. On le sait très bien, même si on fait du télétravail et même si on est capable de travailler à distance, à un moment, se croiser à la machine à café, ça rend des services à tout le monde. Ou à la cantine ou dans une salle de réunion, hein, mais quoi qu'il arrive, ça, l'IA, pour l'instant, on le fait. Ouais, t'as raison. Non, ce que je peux rajouter, c'est de l'expérience perso, hein, c'est toujours pareil. Moi, je m'en sers énormément. J'aime bien créer un espèce de jumeau IA, de digital twin, là, tu vois, avec où tu le promptes d'une certaine manière pour qu'il reflète un peu ton alter ego, enfin, ça devient ton alter ego. Et du coup, mais j'ai suffisamment d'expérience pour me challenger, etc., et pour trouver d'autres approches ou d'autres idées. Donc c'est plutôt en mode brainstorm plutôt pour faire mon travail. Donc souvent, l'IA m'aide à récupérer un des éléments de ma stratégie ou de mon plan que j'aurais manqué ou qui me propose une solution originale auquel j'aurais pensé parce que c'est forcément dans mon expérience, mais que j'ai oublié dans le cas présent. Donc c'est plutôt de l'aide à la mémoire, tu vois, de la méthodologie que tu peux mettre en place. En tout cas, c'est d'une aide incroyable derrière. De là à dire que ça va me remplacer complètement, non. Et purée, je vais beaucoup plus vite avec que ça. Voilà, Clairement. voilà. Maintenant, dans les équipes, je vois quand même pas mal même sur les managers, de gens qui l'utilisent de manière brute. Voilà, fais-moi la com ou les trucs comme ça. Et donc, ça copie, colle le résultat de ChatGPT directement dans la com. Et il y a le côté humain qui est oublié. Tu vois, enfin, je sais pas si vous avez déjà reçu des coms de certains collaborateurs ou commerciaux ou interlocuteurs, en tout cas, qui vous balancent en fait des choses qu'on voit tout de suite qui sont sorties d'un résultat de prompting. Et c'est pas très plaisant, en fait, d'une manière générale. Voilà, donc, il y a ce côté, encore une fois, résistance au changement ou simplement humain qui va falloir prendre en compte dans l'aspect ça m'aide. Je parle pas du code où là c'est encore autre chose. Ok, très clair. On a parlé beaucoup d'IA, donc on va revenir quand même sur l'état de marché. C'est la dernière question. On en parlait très bien. Alors, le marché va en flottement, le marché change beaucoup. Quels sont le ou les deux, trois derniers conseils que vous donneriez à un freelance qui veut rester sur ce marché en plus de tout ce qu'on s'est déjà dit auparavant? Je commence. Vas-y. Ouais. Euh, Se former, faire beaucoup de veille. Hein, là, on est dans un moment qui change, donc si tu prends pas le temps de faire de la veille, et c'est coûteux, t'as peut-être pas envie chez toi de te taper 1 heure de vidéos YouTube sur des conférences de tout ce qui sort. C'est extrêmement compliqué en plus de faire de la veille sur l'IA parce qu'il y a des choses qui sortent tous les jours, etc. Donc c'est coûteux en temps, c'est intéressant, donc c'est plutôt plaisant, enfin dans mon cas, d'écouter de la veille, mais quand tu as fait ta journée de boulot, le faire en plus derrière, c'est compliqué. Donc, être au courant de ce qui se passe sur le marché, travailler ta valeur intrinsèque au futur de ce que tu peux proposer sur le marché du travail, commencer à se mettre en mode transformer que tu évoquais tout à l'heure, voilà, pour s'adapter au prochain contexte, à la prochaine vague.
plus tu vas être formé, plus tu vas avoir les armes, des armes variées pour affronter ce qu'on n'arrive pas à prévoir, plus tu auras de chances de survivre. Et ça passe par plein de choses, c'est les compétences techniques, les compétences commerciales, ton réseau, enfin ça regroupe un peu tout ce qu'on a parlé en fait derrière. Plus tu vas avoir de réseau, plus tu vas avoir de compétences commerciales, plus tu vas avoir de compétences techniques, de compétences de communication, mieux ça se passera pour toi en fait dans le futur. Donc voilà la reco en tout cas. Ouais, moi j'avais deux points, mais tu les as cités rapidement. C'est effectivement le réseau, c'est-à-dire il faut se faire violence. Tu es ton propre ambassadeur, tu es ton propre commercial. Tu peux avoir des partenaires et des collaborateurs, mais c'est pas eux qui chercheront une mission pour toi véritablement. Donc se forcer en fait, quand tu es en mission depuis 5 ans quelque part, potentiellement ça fait 5 ans que tu n'as pas parlé recruteur. Et ça c'est une bêtise à mon sens. Je pense qu'il faut entretenir des relations pour avoir la température en tout cas de ce qui se passe et continuer à maintenir le réseau. Mais on l'a dit un peu plus tôt dans le talk, déjà, c'est pas de fausses promesses. Je pense qu'encore une fois, ça ne peut que desservir tout le monde. Donc, Très bien. Merci beaucoup, messieurs. merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons que la discussion a été intéressante. Nous viendrons répondre à vos questions dans le chat. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain talk. À bientôt! Merci d'avoir été parmi nous. Nous espérons